Donc, quand je dis santé globale, c'est à la fois santé humaine et planétaire. Et ces deux dimensions émergentes, c'est le degré de transformation des aliments, qui a été une dimension négligée et qui était en quelque sorte le chaînon manquant, et qui permet de lever beaucoup de contradictions et d'arriver à des recommandations beaucoup plus impactantes, beaucoup plus solides et compréhensibles par la société. Et la durabilité, car on ne peut plus se contenter de manger pour soi et pour notre santé, mais aussi il faut que ce soit compatible avec celle de la planète. Et la bonne nouvelle, c'est quand on adopte une approche que je qualifie d'holistique, j'expliquerai ce que c'est, eh bien les deux sont tout à fait compatibles. Alors, je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Donc, c'est quoi l'alimentation préventive? Eh bien, vous allez y être confronté en tant que diététicien. C'est identifier en tant que chercheur des caractéristiques, des paramètres dans l'alimentation qui permettent de vivre longtemps, mais en bonne santé. Aujourd'hui, on vit longtemps, mais de plus en plus longtemps malade, puisque l'espérance de vie en bonne santé est de 63,5 ans en 2018 et 84 ans espérance de vie théorique. Donc on vit 20 ans en mauvaise santé, ce qui constitue des coûts importants pour la sécurité sociale, l'environnement et la santé. Or, les calculs théoriques montrent qu'avec le seul levier d'alimentation, on devrait pouvoir vivre jusqu'à 70 ans en bonne santé avec la seule alimentation. Durable, j'en ai parlé, et holistique, c'est ce qui caractérise mon approche de scientifique, qui va être complémentaire et parfois en opposition avec l'approche dominante depuis 150 ans de recherche en nutrition, qui est l'approche réductionniste, dont je vous parlerai un petit peu, parce que c'est quand même le fond de la problématique. Quelques mots sur les attentes des consommateurs. J'ai synthétisé quelques sondages du Credoc, de Global Data, de Kantar, pour vous montrer quelles sont les attentes de la société en termes d'alimentation. Et vous allez voir que les attentes de la société sont très qualitatives et très holistiques. On voit ici, par exemple, en 2017, que très loin devant, une bonne santé consiste en une alimentation variée, saine et équilibrée. En 2000, là c'est Kantar, je crois que c'est 2018, les Français ont beaucoup d'intérêt, vous voyez, à plus de 80% pour la naturalité, la simplicité, donc peu d'ingrédients, peu transformés, des produits locaux. Bénéfice santé étant plutôt derrière. Et la notion de santé va au-delà, vous voyez, de la seule composition des aliments, qui est une approche plus réductionniste. Et on voit que ce qui vient en tête, c'est naturel, et en deuxième, nutrition équilibrée. Enfin, entre 2015 et 2017, sondage Global Data, vous voyez que la plus forte progression de 7% a été pour une liste plus courte d'ingrédients en ce qui concerne qu'est-ce que signifie pour vous la santé des aliments. Et en tête, des aliments qui ne contiennent pas d'ingrédients artificiels. Donc pourquoi je vous présente ces résultats? Parce qu'on voit bien que les trois mots-clés qui reviennent en termes d'attente sociétale, c'est plus naturel, liste plus courte d'ingrédients et moins transformé. Donc l'attente, elle est bien liée au degré de transformation. Donc c'est pour ça que le degré de transformation est très important, parce que ça correspond aux attentes de la société qui ont toujours des attentes très qualitatives. L'attente de la société, vous le voyez, n'est pas réductionniste, ni quantitative, ni liée principalement aux nutriments. Ce n'est pas les nutriments qui viennent en premier. Alors, quelques mots, 4 ou 5 diapos sur l'holisme et le réductionnisme, parce que c'est vraiment le fondement de tout, et toutes mes réflexions depuis 2011 sont parties de cette analyse que j'ai publiée dans une dizaine de papiers scientifiques. Tout système complexe sur la planète, c'est des parties, ici en noir, qui sont liées entre elles, c'est-à-dire qui sont interdépendantes. Vous prenez un aliment, un organisme vivant, un être humain, un paysage agricole, etc. Ils obéissent tous à ce même schéma. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'aliment? Si on prend l'aliment comme système complexe, on s'est focalisé sur les parties en noir. On a déconstruit l'aliment, on a quantifié les parties, on les a caractérisées, on les a étudiées leur devenir métabolique avec des études mécanistiques, on a défini les besoins nutritionnels. Donc ça, c'est l'approche réductionniste qui a de la valeur, beaucoup de valeur en soi et qu'il faut poursuivre. Cependant, on a un peu négligé, même beaucoup, la caractérisation des liens entre les parties, ici en noir, les traits. Et donc, en tant que chercheur holistique, moi, je m'intéresse plutôt aux liens.
Donc, il y a une approche holistique de l'aliment, c'est-à-dire les liens entre les nutriments, c'est-à-dire l'effet matrice. L'effet matrice est une approche holistique de l'aliment. Et puis, vous avez une approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire le lien de l'acte alimentaire avec l'environnement, la socio-économie, les animaux, la santé, les traditions, etc. D'où vient le réductionnisme? Il vient notamment de René Descartes, mais pas seulement. Si vous voulez, l'idée était de dire le système complexe, à l'époque, c'était trop compliqué de l'étudier dans son entièreté. Donc, on va le déconstruire et étudier les parties séparément. Donc, c'est une approche qui a été validée scientifiquement et qui a apporté beaucoup de découvertes essentielles à l'humanité, notamment la découverte des vitamines, qui a permis de sauver des millions de vies. Donc, jusque-là, tout va bien. Non, le problème est ailleurs. Le problème, c'est quand une fois qu'on a déconstruit et caractérisé les parties, et que l'on veut revenir en arrière pour caractériser le système complexe, eh bien, on a tendance à oublier qu'il y avait des liens entre les parties au départ. Et donc, on fait une somme et on dit le tout est égal à la somme des parties. 1 plus 1 égale 2. Ce qui est faux. Dans les sciences de la vie, 1 plus 1 n'est jamais égal à 2, car il y a une interaction entre 1 et 1. Et donc, selon ce paradigme dominant, un paradigme, c'est une vision de la réalité à un moment donné, l'aliment n'a été considéré que comme une somme de composés, de nutriments, de calories, qui étaient interchangeables d'un aliment à l'autre. Or, on va voir que c'est évidemment faux. Donc, c'est cette réflexion sur le réductionnisme appliqué à l'alimentation qui m'a amené aux aliments ultra transformés, qui justement sont le symbole de cette pensée réductionniste, puisque l'on déconstruit des aliments, plusieurs aliments, on en isole des composés ultimes que l'on recombine entre eux avec des additifs. Ce sont des aliments raffinés, fractionnés, recombinés, j'y reviendrai. Et ces aliments étant associés à des risques accrus de maladies chroniques, j'en ai conclu qu'une pensée extrême réductionniste, ou ce que j'appelle l'ultra-réductionnisme, eh bien, a contribué aux maladies chroniques. Et donc, si cet ultra-réductionnisme a contribué aux maladies chroniques, vous comprenez que pour prévenir les maladies chroniques, on ne peut pas utiliser le même logiciel, comme ce qu'on fait avec les scores de composition, qui sont ultra-réductionnistes. Il faut aller vers une approche complémentaire, plus holistique, et recaractériser les liens. Donc, pour lutter contre les maladies chroniques, l'holisme appliqué à l'aliment, c'est mettre en avant l'effet matrice et non la composition. Et en alimentation, pour la durabilité, c'est considérer l'alimentation dans sa multidimensionnalité. L'holisme en complémentarité est une approche plutôt orientale qui reconnaît depuis plusieurs millénaires l'interdépendance entre les phénomènes, pour ceux qui connaissent un peu les philosophies orientales. Et donc le tout est supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire que 1 plus 1 est supérieur à 2 quand il y a une synergie, ou inférieur à 2 quand il y a antagonisme, c'est-à-dire que 1 et 1 se neutralisent. Alors on illustre souvent l'holisme par la parabole jaïnique des aveugles, des serviteurs aveugles et d'éléphants. C'est un roi qui demande à ses serviteurs de décrire l'animal. Alors vous pouvez remplacer l'animal par un aliment et les serviteurs aveugles par des chercheurs qu'on peut qualifier de spécialistes et réductionnistes. Donc par exemple, ici à droite, celui qui touche la queue de l'éléphant, donc on va dire par exemple un chercheur qui s'intéresse aux glucides, va généraliser à partir de la partie et penser que l'éléphant est longiligne. Celui qui touche l'oreille pense que l'éléphant est plat. Donc vous voyez qu'on ne peut pas généraliser à partir de quelques parties. Et pourtant, c'est ce qu'on a beaucoup fait en nutrition. Il suffit de prendre des exemples très courants dans la vie quotidienne. On a réduit, par exemple, les produits laitiers au calcium, c'est-à-dire qu'on a généralisé à partir d'un nutriment. On a résumé les produits animaux et la viande aux protéines. On a résumé les agrumes à la vitamine C, les céréales complètes aux fibres. Donc si cette approche est très rentable, car on met l'accent sur un nutriment pour vendre l'ensemble, c'est une vision erronée. Tous ces aliments sont beaucoup plus que cela, et c'est même dangereux et manichéen, car ça laisse à penser que les autres aliments que le lait ne contiennent pas de calcium, que les autres aliments que les produits animaux ne contiennent pas de protéines, etc. etc. Et c'est ce qu'on va faire avec les ultra transformés, c'est-à-dire qu'on va souvent vous les vendre en mettant le focus sur une partie de l'ensemble. Par exemple, des céréales du petit déjeuner ultra transformées, on va mettre blé complet. Votre regard est attiré par blé complet, donc par une partie de l'ensemble, donc seulement par la queue de l'éléphant, et on vous vend l'ensemble. Mais l'ensemble est médiocre. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un nutriment dans l'aliment qui est supposé protecteur de manière isolée que l'ensemble est de qualité.
Donc c'est ça le réductionnisme, donc c'est très rentable. Au niveau marketing, il n'y a rien de plus rentable. Par exemple, on va vous vendre une pâte fromagère pour enfants ultra transformée en mettant source de calcium. Les parents se disent le calcium, c'est connu comme étant bon pour les os et la santé, donc je l'achète. Mais en fait, l'ensemble n'est pas bon. Donc, ne vous laissez pas détourner du regard sur une partie de l'ensemble. Regardez bien l'ensemble et on va le voir avec les ultra transformés. Regardez l'ensemble, c'est le seul outil dont on dispose, c'est regarder d'abord la liste d'ingrédients avant de regarder la composition, car la composition d'un aliment ne veut pas dire grand-chose par rapport à la santé. On peut très bien remplir ses besoins nutritionnels et tomber malade chronique. J'y reviendrai. On peut résumer le lisme et le réductionnisme avec l'image du collier de perles. Donc vous voyez que ce collier de perles est égal à la somme du fil et des perles en termes de composition. Par contre, si l'on adopte une approche holistique, on voit bien que le collier est beaucoup plus que la somme du fil et des perles, car le fil structure les perles et confère une fonction au collier, celui d'être porté. Et ce qu'on a fait avec les ultra transformés, c'est qu'on a décomposé des colliers de couleurs différentes, donc des aliments différents, et on a recombiné les perles entre elles et on a jeté le fil, pensant que le fil n'avait aucune importance. Or, pourtant, c'est le fil qui confère la santé avant les perles. Comme j'aime à dire, la matrice alimentaire ordonne et les nutriments obéissent. Donc l'effet métabolique santé des nutriments est conditionné d'abord et avant tout par la matrice. Et donc, comment on a réduit l'alimentation? Si vous voulez, au départ, l'alimentation était une discipline holistique et qualitative, multidimensionnelle par essence. Autant la physique ou la chimie peut être une science réductionniste par essence, autant l'alimentation est une discipline holistique. Donc, on a d'abord réduit à la science des nutriments, ce qu'on a appelé la nutrition, que vous connaissez bien, qui est une démarche nécessaire, utile et qu'il faut évidemment conserver. Ensuite, donc vous voyez déjà, on a réduit la focale, on s'est intéressé aux nutriments et puis on a décomposé l'acte alimentaire. Il y a ceux qui s'intéressent à l'impact environnemental, ceux qui s'intéressent à la socio-économie, au comportement, à la santé, à la médecine, chacun dans sa discipline. Donc, ensuite, on est passé de la nutrition aux aliments ultra transformés après-guerre. Et là, on a déconstruit 3 nouvelles dimensions qu'on a supprimées. C'est l'acte de cuisiner, l'acte de partager l'alimentation, car ces aliments se mangent plutôt de manière isolée et ils sont prêts à l'emploi, donc plus besoin de partage et plus besoin de cuisiner. Et on a déconstruit la matrice. On est passé aujourd'hui au repas en poudre et on a supprimé une dimension supplémentaire qui est la mastication. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de mastiquer. Et si on pousse le raisonnement à l'extrême, quitte à être un peu caricatural, en 2100, si on ne fait rien, cet ultra-réductionnisme, ce qu'on appelle le nutritionnisme en anglais, va nous mener aux gélules. C'est-à-dire qu'on aura des gélules qu'on avalera en 15 secondes devant un ordinateur avec un verre d'eau, et ce sera ça l'acte alimentaire. Donc on a réduit un acte qui demande du temps, qui est multidimensionnel, qui est associé à la slow food, à une gélule qui est associée à la fast food. Donc vous voyez bien que la fast food est le fruit de cette pensée réductionniste où l'acte alimentaire n'est devenu que quelque chose de fonctionnel qu'on a réduit à des nutriments. Et donc ça nous amène à redéfinir le potentiel santé de l'aliment. Donc on a publié pour la première fois ce schéma dans l'article qui est mentionné ci-dessous en 2018. Donc on a plutôt privilégié, dans un premier temps, ce que j'appelle la fraction composition, effet composition, que vous connaissez bien, qu'on enseigne, qu'on enseigne à l'université, en école d'ingénieur agronome, en diététique, en médecine, enfin partout. C'est l'approche qui domine, que je qualifie de fraction réductionniste et quantitative, parce que les nutriments, on les quantifie. Ils n'ont pas de critères qualitatifs. On ne peut pas dire que le glucide, il est jaune, il est vert, il est bleu. Alors, cette fraction est utile pour lutter contre les déficiences, c'est-à-dire les besoins nutritionnels aussi, les facteurs antinutritionnels, quantifier les sucres simples, le gras ajouté, les additifs. Voilà, on quantifie les parties. Donc, approche utile, mais pour lutter contre les maladies chroniques, cette approche n'est plus utile. Car si, pour les déficiences, le réductionnisme est utile parce que l'on identifie une vitamine ou un minéral qui est déficient et qu'on peut corriger en ajoutant le composé. Pour les maladies chroniques qui sont d'origine multifactorielle, il faut basculer dans une approche holistique et ce basculement n'a pas été fait après-guerre.
et on est resté sur la composition pour expliquer les maladies chroniques, d'où les scores de composition. Mais cette approche est erronée. Donc, il faut combiner la composition avec l'effet matrice, qui est d'abord primordial, puisqu'elle est liée aux maladies chroniques, et c'est la dégradation de ces matrices et leur artificialisation qui va nous pousser à consommer en excès, sucre, sel, gras, additifs, etc. Donc, la composition n'est qu'un effet, alors que la matrice est la cause première. Cette matrice agit sur la mastication, la satiété, le transit digestif, les hormones, la biodisponibilité, l'index glycémique, l'anabolisme protéique, et aussi fondamental, la synergie d'action des composés bioactifs. Par exemple, dans un grain de céréales, vous avez plus de 34 composés différents qui agissent comme des antioxydants. Et c'est leur synergie qui va créer l'optimum de la protection antioxydante. Alors que s'il n'y a qu'un seul antioxydant, la protection est minime, et même dans certaines études, ça peut créer l'effet inverse et avoir des effets délétères, parce qu'il n'y a plus cette synergie. Et donc, pourquoi la transformation est si importante? Parce que la transformation des aliments modifie d'abord la matrice avant de modifier la composition. Donc, l'erreur qu'on fait au niveau mondial, c'est de se focaliser sur les effets dans une approche plutôt curative et réductionniste, alors qu'il faudrait se focaliser sur les causes, donc les matrices, avec une approche préventive et holistique. Et donc, les conséquences de cette redéfinition du potentiel santé de l'aliment sont immenses, gigantesques, puisque ça veut dire qu'une calorie ou un nutriment d'un aliment A n'est pas égal à une calorie et un nutriment d'un aliment B. Donc les calories ne sont absolument pas interchangeables d'un aliment à l'autre. Pourquoi? En raison de leur environnement matriciel, qui va dépendre du degré de transformation. Et donc, 1 gramme de fructose de soda n'a rien à voir en termes santé physiologique, métabolique, avec 1 gramme de fructose d'un fruit entier. Donc, si vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui disent que 100 kilocalories d'un hamburger est la même chose que 100 kilocalories d'un plat de lentilles, c'est un mensonge scientifique qui ne correspond pas à la réalité. Donc, vous voyez bien qu'on peut remplir ses besoins nutritionnels avec des aliments ultra transformés enrichis, mais vous allez quand même tomber obèse ou diabétique. Donc, l'équilibre nutritionnel n'est pas égal à la santé. Ce n'est qu'une fraction du potentiel santé de l'aliment. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc les ultra transformés. Une contextualisation pour bien comprendre d'où vient le mot ultra par rapport à la transformation des aliments qui existe depuis plus d'1 million d'années quand on est passé du cru au cuit. Première transition, très importante puisque la cuisson, certains pensent, notamment des anthropologues, qu'elle a permis le développement cérébral car les calories étaient beaucoup plus accessibles au cerveau. Donc on mange transformé depuis très longtemps. Donc le problème n'est pas la transformation comme on va le voir, mais plutôt quel est le degré de transformation qui est acceptable pour la santé humaine et l'environnement. Ensuite, deuxième transition, que vous connaissez j'imagine, le passage des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs, c'est-à-dire du paléolithique au néolithique il y a 12 000 ans. On se met à consommer massivement 3 grands groupes d'aliments que l'on ne peut consommer que si l'on est sédentaire, c'est-à-dire qu'on reste sur place sur le long terme. Donc les céréales, vous connaissez tous les grandes céréales des grands sous-continents, le maïs en Amérique du Sud, la semoule et le blé en Moyen-Orient, en Afrique, le mil, le riz en Asie, etc. La viande d'élevage et les produits laitiers. Ensuite, troisième grande transition, l'industriel. On passe aux aliments industriels avec la conserve, Nicolas Appert et l'apertisation vers 1800-1805. La conserve, très pratique pour accompagner les soldats, puisqu'on aimait bien faire la guerre à l'époque. Et les marins, c'est la période des grandes découvertes et des grands voyages en bateau. Donc très pratique. Donc vous voyez qu'on consomme aussi industriel depuis plus de 150-200 ans. Donc l'industriel n'est pas non plus remis en cause à 100% par l'ultra-transformation. Et vous voyez que chaque transition accompagne l'évolution humaine, ici le cerveau, ici l'essor des grandes civilisations, et en troisième, l'essor des grandes villes. Ou alors, accompagner les gens sur de longues distances. Dernière transition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on passe progressivement après-guerre à l'ultra transformé, avec le début d'un nouveau traitement technologique qui n'existait pas auparavant, le fractionnement et le cracking alimentaire, comme on peut le faire avec le pétrole. Donc on a craqué le maïs, qui est le premier aliment craqué pour faire du sirop de glucose fructose. Et l'on peut observer que partout où l'ultra-transformation s'impose et pénètre dans les sociétés, eh bien, les maladies chroniques avancent en parallèle. C'est ce qu'on a observé en Occident, avec une explosion des prévalences de maladies chroniques qui ont accompagné l'arrivée de ces aliments ultra-transformés.
Et enfin, nous rentrons, et on peut aussi observer que cette explosion de l'arrivée de l'ultra-transformation est aussi concomitante avec la baisse de l'espérance de vie en bonne santé ou alors sa stagnation. Et nous sommes rentrés dans une 5e transition qui est celle que je souhaite accompagner avec vous et avec d'autres, qui est vers une alimentation plus holistique, plus durable pour la santé globale. Alors, d'où vient l'ultra-transformation? Donc, elle vient de la classification NOVA, que je pense que vous avez entendu parler, puisqu'elle s'est beaucoup répandue dans le monde. Elle fait l'objet de nombreuses recherches dans le monde entier. Alors, NOVA est une approche que l'on qualifie d'inductive et d'empirique, c'est-à-dire qu'on part de la réalité, on observe la réalité, et à partir de ce qu'on observe, on propose de nouvelles classifications. C'est ce qu'on a fait avec les planètes, les minéraux, les animaux qu'on a classés. La théorie de l'évolution de Darwin est une théorie empirique, inductive. La loi de la gravité découverte par Newton est aussi une approche empirique et inductive. Donc on s'inscrit plutôt dans cette approche qui n'est pas forcément celle qui est privilégiée aujourd'hui en nutrition. Et ces chercheurs ont observé qu'il y avait un lien sans doute plus important entre le degré de transformation des aliments et les maladies chroniques, notamment obésité, diabète au Brésil, qu'avec la composition. Donc c'est une révolution. Donc ce soir, si vous allez dans vos cuisines, vous allez observer 4 groupes alimentaires. Alors si vous en trouvez un 5e, n'hésitez pas à me prévenir, on rajoutera un 5e groupe à NOVA si nécessaire. Donc le premier groupe, c'est les aliments peu ou pas transformés auxquels on n'ajoute rien. Vos fruits frais, le poisson, la viande que vous achetez, les légumes, etc. Ensuite, les ingrédients culinaires dans les placards qui ne se mangent pas tels quels, mais qui sont issus de la nature ou des aliments bruts, et qui sont le miel, le beurre, l'huile, la crème, les épices, le sel, le poivre, etc. Quand on met ces ingrédients culinaires dans le groupe 1, on obtient les aliments transformés. Ce sont les plats que vous cuisinez, quand vous allez dans des restaurants haut de gamme où les plats sont faits en cuisine, quand vous avez les plats des terroirs, là, par exemple en Auvergne, on a la truffade, il y a la bouillabaisse, à Lille, je ne sais pas, c'est peut-être les moules frites, etc. Vous avez aussi un tiers des aliments industriels qui ne sont pas ultra transformés, qui sont dans le groupe 3. Et ils ont observé un groupe 4 qui ressemble au groupe 3, mais avec des listes d'ingrédients 2 à 3 fois plus longues. Et pourtant, ça ressemble au groupe 3, mais ça n'est pas le groupe 3. Ils les ont appelés ultra transformés, et ils ont qualifié ces ingrédients d'ingrédients et additifs cosmétiques pour modifier goût, couleur, arôme et texture. On va y revenir. Donc le mot ultra vient d'où? Eh bien, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il existait 4 traitements technologiques majeurs qui sont utilisés depuis la domestication du feu et qu'on peut utiliser aussi bien en cuisine qu'en industrie. C'est les traitements thermiques, classiques, mécaniques, broyage, raffinage, pelage, fermentaires, utilisés depuis très longtemps, lactiques, alcooliques, et l'ajout d'ingrédients pour conserver, sucrage et salage principalement. Les confitures, le poisson salé, la viande salée. Et après-guerre est apparu le cracking. Donc vous voyez que c'est extrême, on va beaucoup plus loin que ce qu'on fait là et vous ne pouvez pas le faire en cuisine. On extrait les composés élémentaires de l'aliment par raffinage, ensuite purification, extraction par des solvants, et des fois ensuite on ajoute une modification chimique ou enzymatique. Et on peut aussi ajouter la cuisson-extrusion et le soufflage qui déstructure la matrice. Donc vous voyez bien que le paradigme de cette ultra-transformation n'est pas la composition, mais bien la modification extrême des matrices, à tel point que ces marqueurs d'ultra-transformation extraits des aliments n'ont même plus de matrice. Quand vous mettez un isolat de protéines dans un steak végétal, l'isolat de protéines n'a même plus de matrice puisque c'est le constituant totalement isolé de sa matrice. Et donc le guide alimentaire brésilien de 2014 est sans doute ce qu'il faudrait faire sur toute la planète, car c'est un guide holistique et qualitatif. Si vous allez lire ces recommandations sur Internet, c'est facile à accéder. En 2014, vous tapez Brazilian Dietary Guideline. Vous verrez qu'il ne parle quasiment pas de nutriments, mais plutôt de comment choisir ses aliments, comment manger, comment cuisiner, dans quel lieu partager ses repas. Et il propose des pyramides technologiques au lieu des pyramides alimentaires classiques. Donc, si vous prenez le poisson, et vous pourrez faire l'exercice pour tous les aliments que la nature fournit, si vous prenez un poisson frit ou bouilli, auquel on n'ajoute rien, il est peu pas transformé. Des sardines à l'huile en conserve avec de l'huile et du sel est transformé. Et vous voyez qu'à ces deux niveaux, on reconnaît toujours l'aliment d'origine. On reconnaît le poisson ici et ici. Et enfin, dans les nuggets de poisson, on ne reconnaît plus le poisson. La matrice poisson est totalement déstructurée. Et on rajoute tout un tas de marqueurs d'ultra-transformation pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Et souvent, comme ces marqueurs sont très bon marché, ils permettent d'utiliser moins d'ingrédients nobles qui sont les plus chers, et là, en l'occurrence,
le poisson. Et donc, si on veut classer les aliments de manière simple, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Vous avez d'abord les aliments non transformés et transformés. Dans les transformés, vous avez les industriels et les non-industriels. Et dans les industriels, vous avez les ultras et les non-ultras. Les non-ultras, c'est un tiers. Et les ultras transformés, c'est à peu près 2 tiers des aliments. Et dans les ultras transformés, vous avez la malbouffe, qu'on connaissait avant, depuis les années 90. Même non, c'est avant la malbouffe, c'est Joël de René en 1978, je crois. Mais la malbouffe, c'est un terme très vague. Et puis quand on dit malbouffe, la responsabilité, elle est sur le consommateur qui mal bouffe. Alors que quand on dit ultra transformé, on fait passer la responsabilité du consommateur à l'industriel, on passe de mal bouffé à ultra transformé. Donc c'est vraiment un changement très important. Et le concept d'ultra transformé, c'est pas seulement la malbouffe, c'est aussi le lait infantile. Donc le vrai aliment correspondant, c'est le lait maternel, qui est recommandé par l'OMS au niveau mondial. Mais vous avez plein de produits véganes, bio, substituts de viande, allégés, sans gluten, qui sont très ultra transformés. Donc, si on veut schématiser l'ultra-transformation, pour résumer, donc on prend des aliments qui sont produits en masse de manière intensive sur la planète, qui sont fractionnés, déstructurés, purifiés. Donc, on extrait les composés, on les purifie. On peut même les modifier par voie enzymatique, comme avec les maltodextrines, le sirop de glucose-fructose, les graisses hydrogénées, les sucres-alcools, etc., qui sont ensuite recombinés dans de nouvelles matrices avec de nombreux additifs cosmétiques, agents de texture, exhausteurs de goût, colorants, édulcorants, et on peut même ajouter des arômes, car les arômes sont très bon marché et ça permet d'utiliser moins d'ingrédients nobles. Si vous mettez par exemple un arôme de beurre dans un biscuit, vous utilisez moins de beurre parce que le beurre c'est le plus cher. D'où ces coûts très bas et le fait que ces aliments sur toute la planète sont généralement moins chers que les vrais aliments. On peut aussi les rajouter à des vrais aliments, comme dans les plats préparés, pour corriger des goûts indésirables, exacerber des couleurs. Et donc, pour résumer les travaux des Brésiliens, vous pourrez trouver dans l'article ci-dessous une description très détaillée de l'ultratransformation. J'ai résumé en 5 lignes. Donc, ces aliments sont caractérisés dans leur formulation par l'ajout d'ingrédients ou d'additifs cosmétiques. Donc, le mot cosmétique est important, à usage principalement industriel et ayant subi un procédé de transformation excessif pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer des propriétés sensorielles, arômes, textures, goût et couleurs, car on achète et on mange un aliment d'abord avec les sens, la couleur, les arômes, texture et goût en bouche. Mais il peut s'agir aussi de procédés technologiques très dénaturants. Quand je dis dénaturants, c'est vis-à-vis de la matrice, et qui sont directement appliqués à l'aliment, cuisson, extrusion et soufflage, et ainsi une galette de riz blanc soufflée est ultra transformée. Car le riz blanc est par soufflage à sa matrice qui est déstructurée et qui va faire qu'il va être digéré très vite et avoir un index glycémique très élevé et donc se transformer en sucre rapide. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de composition, on est bien dans un problème de matrice. Ici vous avez des aliments ultra transformés, donc vous allez voir ces aliments ont souvent des emballages très flashy, très colorés. Les sodas, c'est plus vraiment un aliment, on peut parler de chimie comestible. Vous voyez que les matrices sont très poreuses, très friables, très déstructurées. Et donc, ce sont des aliments qui vont demander globalement moins de mastication et qui vont nous pousser à consommer plus de calories par minute. Je vais y revenir. On peut, quelques chiffres à retenir, au-delà de 5 ingrédients sur la liste des emballages, c'est-à-dire 6 et plus, vous avez plus de 75% de chances d'avoir un aliment ultra transformé. Donc, ce n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il y a des aliments non ultra transformés qui peuvent avoir 6-7 ingrédients, mais c'est un indicateur. Vous avez aussi des personnages de l'univers des enfants, des promotions, des suremballages, car ce sont souvent des portions individualisées, et des allégations nutritionnelles qui peuvent laisser penser un effet santé à long terme, alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre des céréales du petit déjeuner où il y a marqué céréales complètes. Si c'est rempli de marqueurs d'ultra-transformation et qu'il y a une cuisson-extrusion, vous achetez quand même une bombe de sucre, même s'il y a marqué céréales complètes. Enfin, ils sont souvent additionnés de sucre, sel et gras, les 3 nutriments les plus addictifs. À ce jour, nous avons près de 70 études épidémiologiques, incluant aussi les études sur les sodas, puisque avant qu'on appelle ces aliments ultra-transformés, il y avait déjà des études sur les ultra-transformés. Ce n'est pas parce qu'on ne les appelait pas comme ça qu'ils n'existaient pas. C'est comme la loi de la gravité. Ce n'est pas parce que, avant que Newton découvre la loi de la gravité, elle existait. Donc, si vous voulez, on a observé en comparant les gros et les petits consommateurs dans des études d'observation, des risques accrus de surpoids. Donc, c'est des associations, hein, on n'est pas dans la causalité, on est dans l'associatif.
donc des risques accrus d'obésité, d'hypertension, de syndrome métabolique, de foie gras humain ou stéatose hépatique, syndrome de l'intestin irritable, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, dépression, cancer totaux, mortalité, toutes causes confondues. Il y a des études aussi sur l'hyperactivité et certains colorants qu'on trouve dans les ultra transformés, et 2 études, mais il faudra les confirmer, qui montrent une altération de votre ADN. À ce jour, la seule étude d'intervention a été publiée en 2019 par Kevin Hall et collaborateurs en 2019 aux USA. Ils ont donc donné un régime en bleu ultra transformé à 20 patients qui ont ensuite, après 2 semaines, consommé un régime en rouge peu transformé. Et l'autre groupe a fait l'inverse, non ultra transformé en rouge et ultra transformé en bleu. Au départ, les 2 régimes sont équilibrés en calories, glucides, lipides, protéines, sucre, sodium et fibres. C'est intéressant parce que comme ils sont de composition globalement identique, les effets observés vont pouvoir s'interpréter au-delà de la composition, et donc probablement avec la matrice. Et ils observent qu'au bout de 14 jours, en bleu, ils consomment 20% de calories en plus avec l'ultra-transformation, ce qui est énorme, et ces 20% en plus sont essentiellement du gras et du sucre. Et ils ont mesuré en effet que en 1 minute, ici en bleu, ils consomment plus 56% de calories en 1 minute avec les ultra transformés de manière très très significative. Donc on a bien quelque chose dans la matrice qui rend ces aliments soit très attractifs ou moins masticables. Et donc quand on prend des liquides, évidemment on prend plus de calories avec les liquides ou des aliments qu'on mastique moins en 1 minute. Ces résultats sont confirmés aussi dans une étude de 2020 sur 327 aliments de 5 études qui ont été poolés et synthétisés, où on voit qu'avec les ultra transformés, de manière significative, ils consomment 69 kilocalories par minute et avec les peu pas transformés, 35. Donc c'est-à-dire 100% en plus, 2 fois plus. Donc l'effet, on voit, va en augmentant. Donc on a bien quelque chose qui n'est pas lié à la composition au départ, mais qui est lié avant tout à la dégradation et l'artificialisation des matrices qui nous pousse à consommer plus que de raison. Quelques chiffres à retenir qui sont, je pense, assez robustes. En France, on consomme 35% par jour de calories ultra transformées, c'est-à-dire un peu plus d'1 sur 3. Alors, dans les pays anglo-saxons, on est souvent au-delà de 50, voire 40, voire 60, donc c'est énorme. Et dans les pays émergents comme le Brésil, on est plutôt au 25-30, mais c'est en constante augmentation, malheureusement. Chez l'enfant en France, j'ai pu évaluer à partir de l'étude INCA qu'il consomme environ 46%, ce qui est 11% de plus que les adultes. Et dans tous les pays où ça a été mesuré, les enfants consomment plus de calories ultra transformées que les adultes. Donc on voit bien que les enfants sont beaucoup plus ciblés. Et l'offre alimentaire est très ultra transformée chez les enfants. Si vous allez en grande et moyenne surface conventionnelle et que vous prenez tous les aliments, c'est-à-dire le vrac, le frais et l'emballé, c'est 1 aliment sur 2 ultra transformé. Et quand vous prenez seulement l'emballé étiqueté, c'est 67%, comme je le disais tout à l'heure, des produits industriels, donc 2 sur 3. Mais cependant, avec les 33% restants, il y a largement de quoi bien manger. Donc on peut manger industriel de qualité sans risque pour la santé. Et enfin, en magasin bio spécialisé, c'est à peu près 1 aliment sur 4, 27%, qui est ultra transformé, donc 2 fois moins qu'en conventionnel. Alors, j'ai fait ce calcul, alors, ça n'a pas été publié, mais j'ai collecté les données des 35 pays où le taux de mortalité par la Covid est la plus élevée sur le site officiel sur Internet de l'université Hopkins, je crois. Et j'ai collecté dans un article de 2019 les ventes d'ultra transformés pour ces 35 pays. Et j'étais assez surpris, je ne pensais pas qu'on aurait une corrélation aussi forte, mais il y a vraiment une corrélation très forte entre le taux de mortalité, donc rapporté à la population, et la vente d'aliments ultra transformés. Alors, ce n'est qu'une association indicative. Il y a évidemment d'autres facteurs comme la sédentarité. Il peut y avoir, c'est-à-dire les données sont brutes. Elles n'ont pas été ajustées par le tabagisme, l'activité physique. Il y a aussi la mortalité qui peut être liée aussi aux mesures politiques qui ont été prises. Mais enfin, on a quand même une corrélation très forte qui montre qu'un geste barrière à ajouter aux autres, eh bien, serait de réduire les ultra transformés à long terme. C'est sans doute un geste barrière très important parce que on sait que ces aliments sont associés aux maladies cardiovasculaires, hypertension, obésité, diabète, et que ce sont 4 facteurs très importants de comorbidité qui augmentent très fortement la létalité de la Covid-19.
Chez les enfants, je n'ai pas trop le temps, mais je vous enverrai le diaporama si vous le souhaitez. C'est juste pour vous montrer que l'offre chez les enfants ultra transformés est très forte, même en bio. Là, vous voyez en bio, hein. Vous voyez souvent des emballages plus colorés pour les rayons enfants qu'adultes, hein, des couleurs souvent plus vives pour les enfants. Souvent, pour le même aliment adulte et enfant, vous verrez que chez les enfants, souvent la liste est beaucoup plus longue des ingrédients, donc un degré d'ultra transformation plus accentué. Par exemple, si vous prenez une crème fromagère, vous voyez la différence d'ingrédients entre une pâte fromagère pour enfants et pour adultes. Donc, on a calculé, par exemple, qu'un enfant plutôt d'une classe défavorisée, puisque c'est ceux qui consomment le plus d'aliments ultra transformés, bah, s'il prend des céréales du petit déjeuner le matin, qui sont tous ultra transformés quasiment pour les enfants. S'il va en restauration collective, où souvent l'offre est de 50% ultra transformée, qu'à la collation, il prend un biscuit industriel qui sont à 95% ultra transformés, et que le soir, ses parents travaillant n'ont pas le temps de lui faire à manger, donc lui font un plat préparé, eh bien, il peut consommer jusqu'à 72% de calories ultra transformées par jour et plus de 40 additifs. Donc, on peut imaginer qu'un enfant entre 3 et 15 ans peut, pendant à peu près 12 ans, consommer tous les jours 40 additifs. Et donc, on n'a aucun recul sur l'effet de ces additifs à très long terme, notamment en termes d'effet cocktail. Quelques mots sur SIGA. Donc, je suis membre du comité d'experts, donc c'est un lien d'intérêt que je déclare. Donc, SIGA est parti des travaux de Montero sur Nova, de mes travaux, et a développé sa propre expertise. Donc, c'est dérivé de Nova. L'idée de SIGA, c'était d'affiner Nova et puis aussi de résoudre des contradictions. Une contradiction majeure avec les scores de composition, c'est que si vous prenez les scores de composition dans le monde, en général, il y a plus de 50% des aliments bien notés dans l'offre industrielle, c'est-à-dire AB avec le Nutri-Score ou le L-Star Rating en Australie, plus de la moitié qui sont bien notés et qui sont ultra transformés. Donc ça pose un vrai problème quand on sait les risques de maladies chroniques avec l'ultra-transformation. Et donc SIGA a décomposé les groupes NOVA en sous-groupes. On a séparé les non et les peu transformés pour mettre en évidence l'effet matrice. Par exemple, une orange est dans 1, à 0, pardon, et un jus d'orange 100% naturel pressé à la maison étant à 2, à 1, pardon. Alors que NOVA va les mettre dans le même groupe. Or, on sait que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on va distinguer le sucre, le sel et gras ajoutés dans les transformés, les ingrédients culinaires. Vous vous rappelez, on ajoute des ingrédients culinaires. Et ensuite, dans les ultra transformés, on va faire 5 groupes en fonction de critères plus complexes, comme les marqueurs d'ultra transformation, la présence, le nombre de marqueurs d'ultra transformation, les teneurs en sucre, sel et gras, et aussi la présence ou pas de certains additifs jugés à risque, notamment par l'EFSA. Par exemple, si vous prenez une pomme, elle est à 0. Une purée de pommes sans sucre ajouté est à 1. Donc, modification de la matrice, hein, vous voyez bien, entre la pomme et la purée. Une compote, bah, c'est un peu une purée, mais avec du sucre ajouté. Si vous ne mettez pas beaucoup de sucre, on le classe en B1, beaucoup de sucre en B2. Et si vous remplacez une partie de la pomme par un arôme de pomme, et que vous ne mettez pas trop de sucre, c'est niveau 1 ultra transformation, un seul marqueur. S'il y a beaucoup de sucre, c'est 0,2. Et enfin, C1, C2, C3, on peut retrouver 2, 3, 4, jusqu'à 15 marqueurs d'ultra transformation. L'appli est gratuite et téléchargeable gratuitement, on ne vous demande rien. Alors, elle a un petit défaut par rapport aux autres applis, c'est qu'elle n'a pas encore assez d'aliments. Je crois qu'il y en a 55 000 ou 60 000, alors que vous avez d'autres applis qui en ont plus de 100 000, etc. Donc, c'est un peu le défaut, mais si vous voulez, l'indice, par contre, est très robuste et la méthode a été publiée scientifiquement dans un journal scientifique, donc a été validée par les pairs scientifiques. Et donc, c'est un score très holistique, très intégré, qui prend en compte la matrice, le degré de transformation et aussi la composition, mais en seconde intention, pas en première intention. On va passer à la règle des 3V et je conclurai. Donc, on a vu l'approche holistique de l'aliment, c'est prendre en compte l'effet matrice. Maintenant, l'approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire prendre en compte la santé globale. On a publié en 2020 un papier où on relie la globalisation des aliments ultra transformés et l'impact environnemental et santé globale. Donc ces aliments sont très sûrs sur le plan sanitaire et sont des calories bon marché accessibles au plus grand nombre sur la planète. Donc ces aliments sont associés à une très forte sécurité alimentaire et sanitaire, mais au détriment de la sécurité nutritionnelle santé et environnementale.
Ils sont aussi associés à une perte des traditions culinaires en se substituant aux vrais aliments, à une standardisation des goûts, à une non-durabilité de la socio-économie, c'est-à-dire une vie sociale plus fragmentée, des maladies chroniques plus importantes chez les plus pauvres, et aussi un environnement dégradé avec la pollution plastique, pesticides, perte de biodiversité, maltraitance animale, gaz à effet de serre et perte des petits agriculteurs et augmentation de la déforestation. Donc, si vous voulez, on connaissait deux dimensions pour caractériser le lien entre l'alimentation et la santé globale. On connaissait le ratio produits animaux sur végétaux qui est bien documenté. On sait qu'il ne faut pas trop consommer de produits animaux. Et toutes les recommandations aujourd'hui sur la planète encouragent les gens à végétaliser leur assiette. On connaissait la diversité, le varié, qui est très connu depuis la nuit des temps. On sait qu'il faut manger varié pour éviter les déficiences ou les carences, et que c'est mieux de manger varié pour la biodiversité végétale et animale sur la planète. Nous avons rajouté une troisième dimension pour cette relation, qui est le degré de transformation, qui était le chaînon manquant. Vous voyez, il manquait un chaînon qu'on a appelé donc vrai, et ensuite végétal, vrai, varié. Donc, une approche très empirique, très ancrée dans la réalité. Donc, vous pouvez imaginer un espace à trois dimensions, varié, végétal et vrai, et selon le curseur pour ces trois dimensions, tous les régimes de la planète peuvent être classés dans cet espace à trois dimensions, et plus ils se rapprochent d'un curseur optimal, plus ils seront protecteurs pour la santé globale. Et donc, nous avons fixé ce curseur pour les deux premières règles à 15% maximum de calories animales. Donc, l'article, vous pourrez trouver les calculs dans un article qui a été publié l'année dernière, c'est-à-dire 3 produits animaux par jour maximum, et 15% maximum de calories ultra transformées, c'est-à-dire 2 produits ultra transformés maximum par jour. En tendant vers ce type de régime, des calculs ont été aussi publiés et montrent qu'on pourrait prévenir 11 millions de décès prématurés par an, c'est-à-dire un décès sur 5 sur la planète. Pourquoi ces règles sont robustes? Parce que si vous en supprimez une, ça ne marche plus. Et c'est un élément très fort pour montrer la grande robustesse de ces trois dimensions. Végétal, vrai, monotone, ça ne marche pas. Parce que si vous mangez monotone, il peut y avoir des carences. Ça a été observé dans de nombreux pays comme la Chine dans les années 90. Ou les déficiences. Et puis, si on mange tous la même chose, on ne va pas stimuler la biodiversité. Si vous mangez végétal ultra transformé varié, comme les substituts de viande ou les substituts de fromage, donc si vous êtes vegan, végétarien et que vous mangez ultra transformé, ce n'est pas meilleur pour la santé et pour l'environnement. Donc on voit bien que cette dimension est importante. On ne peut pas seulement dire végétaliser, il faut dire végétaliser avec des vrais aliments. Enfin, animal vrai varié, eh bien on sait très bien qu'on ne peut pas consommer en excès des produits animaux sur la planète pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être animal et aussi pour la santé, car il y a quand même quelques maladies chroniques qui sont associées à un excès de viande rouge ou viande transformée, comme par exemple le diabète, certaines maladies cardiovasculaires et le cancer colorectal. Ici, vous avez l'assiette 3V, donc vous voyez en orange les 15% de calories animales. Donc, en gros, en France, ça veut dire qu'il faut diviser par 2 sa consommation de produits animaux et remplacer ces produits animaux. Donc, aller vers des produits animaux de meilleure qualité. Et en divisant par 2, par quoi on remplace? Eh bien, l'idéal, ce serait de pouvoir remplacer par des grains et graines, céréales complètes, légumineuses et fruits à coque, qui sont sous-consommés en France à moins de 14 grammes par jour et qui sont très durables et très bons pour la santé. Et on peut rajouter des règles encore plus holistiques, manger dans des environnements variés, appropriés, manger avec d'autres personnes. Parce que manger avec d'autres personnes, eh bien, un même repas mangé en groupe ne sera pas pareil qu'un repas mangé devant la télé où on a tendance à manger plus vite, à moins mastiquer. Donc, vous voyez que la production agricole concerne le végétal et le varié. Le consommateur est confronté aux 3V, végétal, vrai, varié, si possible, biolocal et de saison. Et on a rajouté le chaînon manquant, qui est le transformateur entre la production et le consommateur, et qui va faire le vrai, c'est-à-dire le degré de transformation. Et la boucle est bouclée, on a reconstitué le puzzle. Et donc, pour conclure, souvent j'entends dire il y a trop d'index, le consommateur s'y perd, il ne sait plus où donner de la tête. Je pense que le problème ne vient pas de là. Qu'il y ait 1000, 110 index, ce qui compte, c'est de hiérarchiser l'information scientifique. Donc, sur la base de mes travaux, que je vous ai un peu présentés sur l'holisme et le réductionnisme, il faut toujours aller du global au spécifique. Hein, c'est comme une porte d'entrée. On entre d'abord par le global.
C'est un peu comme quand vous rentrez dans un appartement pour visiter un appartement, vous avez une première impression globale et ensuite vous allez vers les détails. Donc si on applique cette démarche holistico-réductionniste, la première question à se poser, c'est la qualité globale du régime. Nous l'avons définie et caractérisée par la règle des 3V BLS, donc qui est très impactante pour la planète et la santé. Mais on achète des aliments, et donc il était intéressant de caractériser l'aliment avec un indicateur le plus intégré et le plus holistique possible, notamment le degré de transformation, puisque tout le monde sait reconnaître un animal d'un végétal et tout le monde sait à peu près ce que veut dire varié. Par contre, le vrai est beaucoup plus difficile car les listes d'ingrédients sont difficiles à décrypter. Et il est difficile pour quelqu'un de repérer un aliment ultra transformé. Donc les scores, selon moi et selon les études scientifiques aussi, qui sont les plus robustes, les plus impactants pour la société, c'est les scores du degré de transformation qui sont aujourd'hui Nova et SIGA. On peut s'arrêter là. Et donc vous voyez que bien manger est très simple. Quelle est la qualité globale de mon régime? Et quand j'achète mes aliments, quel est le degré de transfo? Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Peut-être si, entre les ultras et les non-ultras ici, quand vous achetez des vrais aliments, on peut quand même appliquer 3 autres critères, mais toujours selon un arbre de décision et une hiérarchie. C'est le degré de raffinage, donc céréales complètes plutôt que raffinées, plutôt les formes solides que liquides des aliments, donc les jus de légumes, les jus de fruits avec modération et privilégier les formes solides. Et troisième critère, quand vous ajoutez des ingrédients culinaires, ne pas avoir la main trop lourde sur le sucre, le sel et le gras. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour protéger la planète et votre santé. Et vous voyez que le niveau régime et aliments, c'est un niveau d'observation qui est connecté au réel, parce qu'on met des aliments dans la bouche, on ne met pas des nutriments. Par contre, si vous commencez à choisir vos aliments et la qualité de votre régime en passant par le bas, c'est-à-dire une approche bottom-up plutôt que top-down, ça ne marche plus. Par exemple, si vous choisissez vos aliments sur la composition, eh bien, on sait que dans les produits industriels qui ont, alors ça peut être le Nutri-Score en France, mais le Health Star Rating en Australie, ils ont les mêmes résultats. Eh bien, plus de 50% des produits bien notés sont ultra transformés. Donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là, sinon vous allez choisir des ultra transformés, montrés mauvais pour la santé en grande quantité. Donc, il faut bien aller du global au spécifique. En conclusion, donc cette règle des 3V, donc, quelle a été notre originalité, entre guillemets? Ça a été de reconstituer le puzzle et de rassembler ces 3 dimensions pour gouverner la relation alimentation-santé globale. Donc ce sont des règles génériques, scientifiques, holistiques, qui ne sont pas dogmatiques et adaptables selon les régions, les traditions et les conditions climatiques et agronomiques. Ce sont des règles simples que tout le monde peut s'approprier. Donc on a voulu démocratiser l'alimentation et la rendre accessible de bac-10 à bac+10. Ça peut constituer 3 directions, un triple levier pour les décideurs et les politiques agricoles et alimentaires. Et le système agricole le mieux adapté à ce régime, la règle des 3V, en fait, c'est du flexitarisme. C'est le système de polyculture élevage extensif dans le cadre d'exploitation de petite ou moyenne taille. Enfin, les maladies chroniques, que moi je qualifie d'industrialisation et non de civilisation, ont pour fondement l'approche réductionniste. Si vous voulez prévenir les maladies chroniques, il ne faut plus mettre d'abord l'accent sur la composition, mais la structure des aliments et donc l'effet matrice. Car je vous rappelle qu'on peut tomber malade chronique et remplir ses besoins nutritionnels. La technologie devrait être au service de l'aliment et non l'inverse. Et les ultra transformés, c'est bien l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a des aliments qui se sont mis au service de la techno pour des raisons de gains financiers et de temps. Et donc je terminerai par cette question un peu philosophique. Est-ce qu'en détruisant l'harmonie des aliments avec les ultra transformés, en cassant les liens, n'avons-nous pas participé à détruire notre harmonie, à savoir la santé? Donc finalement, la meilleure alimentation préventive, c'est l'alimentation holistique, c'est le meilleur médicament préventif qui soit. Et il peut se poser les questions, peut-être vous y serez confronté en tant que diététicien, à partir de quand peut-on inverser une maladie avec seulement l'alimentation? Par exemple, on sait qu'il y a des gens à des stades précoces du diabète peuvent faire disparaître leur diabète en revenant à une alimentation de qualité. Et donc, évidemment, la voie royale à long terme, c'est évidemment l'éducation à l'alimentation dans le tronc commun. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais en tout cas, il faudra une éducation holistique à l'alimentation pour lutter contre l'ignorance, car si on est ignorant, il est très facile de se faire piéger justement par les aliments ultra transformés. Je vous remercie de votre attention.
Bon, merci beaucoup pour la présentation. Si je vous invite de décocher votre main et allez-y, sinon moi, j'en ai. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur le 3D. Donc, ok, vrai, varié, mais végétal, je me dis, ok, c'est meilleur pour la santé, peut-être, mais au final, ça présente aussi des défauts. Forcément, dans le règne végétal, on a plus d'antinutriments, on a un CUD et une valeur biologique plus basse des protéines. Et on regarde, voilà, si on commence à passer sur une alimentation végétarienne, voire végane, c'est pas durable, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des carences, on va manquer de certaines choses. Donc, enfin, moi, c'est mon point de vue, mais je me dis, la viande, je me dis, comme tout, le danger, c'est l'excès. Et en plus de ça, c'est peut-être pas forcément la viande le problème, mais c'est notre méthode, enfin, notre façon d'élever les animaux, de les nourrir, plus que la viande ou plus que les produits laitiers en eux-mêmes. Voilà, je voulais savoir un peu ce que vous Oui, pensez. alors c'est une bonne question, effectivement. Donc, alors, l'araignée 3V, c'est pas zéro produit animaux, hein, c'est 15%, ça fait 3 par jour, ça fait 21 produits animaux par semaine, hein, donc c'est quand même pas rien. Pour répondre à votre question, déjà, on peut rappeler que le régime Okinawa, c'est moins de 10% de calories animales par jour, et pourtant c'est une zone bleue avec des centenaires. Donc apparemment, ça ne les a pas empêchés de vivre très longtemps. Le régime méditerranéen, c'est entre 20 et 25% de calories animales, donc c'est moins que ce que l'adulte français consomme, puisque l'adulte français est autour de 35 calories animales par jour. Donc on voit qu'il y a déjà beaucoup d'exemples sur la planète où les gens consomment moins de calories animales et se portent très bien et ont même des risques diminués de maladies chroniques. Car il y a plusieurs choses. Donc, en fait, il n'y a pas de message de supprimer les produits animaux. L'idée, c'est plutôt de les réduire pour des raisons environnementales et de santé qui sont bien documentées par la science et d'aller vers des produits animaux de meilleure qualité, en fait. Donc, ça peut être de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson, enfin des œufs, du lait, etc. Donc, on voit bien que, de toute façon, les facteurs antinutritionnels peuvent être très facilement diminués par fermentation, par des cuissons. On sait qu'il y a pas mal d'études scientifiques sur les céréales et les légumes qui montrent que la fermentation et certains types de cuisson peuvent les diminuer fortement. Donc, il n'y a pas trop de soucis. On a fait les calculs de 3 à 79 ans avec un régime 3V tout à fait classique, à la française. On remplit tous les besoins nutritionnels sans aucun souci. Tous les voyants sont au vert. Et même en acides aminés essentiels, on est à 165% du besoin en acides aminés essentiels, qui est environ de 14 grammes ou 13 grammes par jour, je crois. Et donc, on est au-delà de 20 grammes par jour, même avec les 3V. Donc, même si l'utilisation, la CU, le coefficient d'utilisation protéique est un peu plus bas, en général, dans les végétaux, il est entre 5 et 10% plus bas que les produits animaux, ça ne pose pas de problème en préventif. Par contre, la question peut se poser en curatif, c'est-à-dire des populations très spécifiques, comme ça peut être des personnes âgées dénutries, avec de la sarcopénie. Ça peut être. Donc là, il y a des travaux en cours, notamment dans mon labo. Mais là, on est plutôt dans un problème curatif. Mais en préventif, il n'y a aucun souci. Donc moi, c'est plutôt mon domaine, je ne connais pas les pathologies. Mais effectivement, en termes de pathologie, là, une approche, on va dire, plus focus, plus réductionniste, se conçoit tout à fait. Et il peut être effectivement, il faut être vigilant, j'imagine, pour quelqu'un qui est sarcopénique ou dénutri ou de plus de 70 ans, de faire attention de ne pas végétaliser peut-être trop son assiette au risque de justement de ne pas vraiment empêcher sa dénutrition. Mais en préventif, non, 15% de calories animales par jour ne pose strictement aucun problème pour la santé. Ok, merci beaucoup de votre réponse. En fait, en France, les enfants, c'est 40% de calories animales par jour, 41. Et les adultes français, je crois que c'est 35 ou 36. Enfin, ça dépend, c'est un peu des sources. Mais donc l'idée, voilà, c'est de diviser par deux, ça fait 20%. Donc 20%, on n'est pas très loin du régime méditerranéen. Alors les 15%, si vous voulez, 15%, c'est un équilibre mondial. Aujourd'hui, on est plutôt à 17% au niveau mondial, mais ça tend vers les 25 plutôt que on est plutôt en augmentation. Donc, un équilibre global de 15%, ça ne veut pas dire que tout le monde est à 15.
ne va pas faire passer les Français de 35-40% à 15% en un an. L'idée à retenir, c'est plutôt qu'il faut végétaliser un peu plus, réduire l'ultra-transformé et varier. Ouais, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus, en fait, et ce sera compatible avec la santé planétaire et humaine. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question, s'il vous plaît. Donc, conscient des risques sur la santé de tous ces produits ultra transformés qui sont proposés dans les supermarchés, quelles vont être finalement les options? Est-ce que c'est le fait d'informer un maximum de gens qui ne les achèteront plus et du coup, l'industrie alimentaire sera bien obligée de réduire la production de ces produits ultra transformés? Ou alors c'est de travailler avec les industriels pour limiter justement tous ces ajouts, toutes ces réactions de raffinage, etc. S'il vous plaît. Oui, alors la question évidemment est très importante. Il y a plusieurs niveaux d'action. C'est ce que j'appelle par le haut, au milieu, donc horizontal, haut, horizontal et le bas. Ce que j'appelle le bas, c'est l'éducation, donc le point de départ. C'est évidemment la voie royale à très long terme. On est d'accord. Éduquer les gens permet de lutter contre l'ignorance. Bon, à plus court terme, donc SIGA, par exemple, que je vous ai présenté, travaille avec la grande distribution, notamment avec Biocoop. Biocoop a remplacé 200 produits ultra transformés et avec SIGA, elle les a transformés en aliments non ultra transformés. Donc, il y a déjà des initiatives en cours. Donc, SIGA, c'est vraiment sa vocation, c'est ce qu'il essaye de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'action politique, c'est compliqué parce que toucher à la transformation, les grandes multinationales sont quand même très puissantes, mais au final, c'est le consommateur qui va choisir. Donc, rappelez-vous, il y a un tiers d'aliments industriels qui sont de qualité non ultra transformés. Donc, il faudrait encourager les gens par de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information, de la communication, à aller verser un tiers d'aliments non ultra transformés. Alors, l'application SIGA le permet, évidemment, puisqu'elle met en avant, par des médailles d'or et d'argent, tous les produits industriels dans chaque catégorie et chaque rayon qui sont de la meilleure qualité possible. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais si vous voulez, il est plus compliqué de diminuer le degré de transformation que de modifier la composition. Parce que si vous voulez modifier la composition, votre soda, vous remplacez le sucre par un édulcorant, c'est pas compliqué. Les multinationales, c'est ce qu'elles font depuis 60 ans et savent faire. Mais le problème, c'est que quand on joue sur la composition, on peut passer d'un aliment qui n'est pas ultra transformé à ultra transformé parce qu'il faut bien remplacer le sucre, le sel et le gras par quelque chose et on le remplace par des marqueurs d'ultra transformation. Quand le soda normal, on veut réduire le sucre, on met un édulcorant. Et souvent, les sodas light ont 2 à 3 fois plus d'additifs que les sodas normaux. Et donc, sont encore plus chimiques et encore pires pour la santé que les sodas normaux. Donc, on voit bien que de raisonner en termes de nutriments et de composés n'entraîne pas des changements vertueux sur le long terme. Et donc, pour répondre à votre question, c'est une question complexe. Je pense que si tout le monde s'y met, qu'on sensibilise. Mais après, il restera une question fondamentale. Là, je n'ai pas la réponse. C'est que malheureusement, c'est les plus défavorisés qui consomment le plus ces aliments dans les pays développés. Et donc, c'est compliqué parce que leur pouvoir d'achat, aujourd'hui, ne leur permet pas vraiment d'accéder à des vrais aliments qui sont souvent plus chers. Aux États-Unis, il faut savoir que les aliments bruts sont 64% plus chers que les ultra transformés. En Belgique, c'est 56% plus cher. Et en France, c'est au moins 16% plus cher. Donc, c'est quand même pas négligeable sur un budget alimentaire mensuel quand vous touchez le SMIC ou même pas. Donc, c'est vraiment le cœur du problème, il est là. C'est comment les politiques peuvent permettre en France aux 8 millions de défavorisés d'accéder à une alimentation de qualité, car par exemple, même l'aide alimentaire, les restos du cœur ou tout ça, peuvent fournir énormément d'ultra transformés, avec les excédents des multinationales, etc. Donc, sans faire attention, l'aide alimentaire peut contribuer à fournir des calories bon marché aux plus pauvres et contribuer aux maladies chroniques. Voilà ce que je peux répondre à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Bon, après, je pourrais envoyer le diaporama à ceux qui le veulent. J'ai une adresse email où vous pouvez m'écrire s'il y a si vous avez des questionnements. Donc, c'est anthony.fardet@inrae.fr. Voilà, je vous répondrai si vous avez des questions, si vous voulez le diaporama.
Bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'épuisement des sols, en fait, dont on entend parler parfois aussi. Aujourd'hui, la composition, même d'une pomme, avait vraiment changé en quelques années avec, voilà, l'agriculture qui s'était intensifiée, etc. Et que même en bio, finalement, on n'arrivait pas à une composition, à la même composition qu'il y a 50 ans. Du coup, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça quel est votre... Alors, oui, la question, je vois bien ce que vous voulez dire. Alors, je ne connais pas les études. C'est vrai que c'est une information qui circule beaucoup, que même nos fruits, par exemple, sont moins riches en vitamines, etc., en minéraux, etc., même s'ils sont bio ou bruts ou peu transformés. Donc ça, effectivement, c'est une question importante. Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas les preuves avec moi. Il faudrait que j'aille faire la littérature. C'est possible, c'est tout à fait possible que la sélection génétique qui n'a pas été faite sur des critères nutritionnels, mais plutôt sur des critères économiques, de praticité, par exemple faire des tomates qui résistent au choc dans les caissons pour la distribution. Donc on a fait des pots plus épaisses. Enfin, vous voyez, hein, les tomates, elles peuvent résister au choc. Donc certainement que c'est possible que ça ait baissé. Le problème, là, si vous voulez, la difficulté, c'est que les méthodes de dosage qui ont été faits sur les variétés anciennes, c'est plus vraiment les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le même degré de précision. Donc la comparaison reste assez difficile. Cependant, malgré tout, si vous essayez de tendre vers la règle des 3 VBLS, c'est-à-dire végétal vrai varié, et quand c'est possible, éventuellement bio ou agriculture raisonnée locale et de saison, malgré tout, voilà, nous on a fait le calcul des besoins nutritionnels de 3 à 79 ans en prenant la base SIQUAL. Et la base SIQUAL, c'est quand même des mesures qui sont plutôt récentes, puisqu'elle est mise à jour. Et donc, on remplit les besoins nutritionnels vraiment sans aucune difficulté. Donc, malgré cette baisse, en tendant vers ces règles génériques, je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc, clairement, en tendant vers ces règles-là, il n'y aurait pas besoin de compléments alimentaires du tout pour être absolument pas. Okay. Sauf la vitamine D. Ouais. Alors, si on veut tendre vers cette règle, il ne s'agit pas de les appliquer de manière moralisatrice et dogmatique, mais plutôt tendre, c'est plutôt des directions qui sont indiquées, basées sur la science. Il faut être vigilant sur la vitamine D parce que vous savez que 80% de la vitamine D, c'est le soleil. Et donc, le régime 3V n'apporte que 20% de la vitamine D, mais comme beaucoup de régimes. Hein. Donc, ce n'est pas lié au régime 3V. C'est que là, beaucoup de gens sont déficients en vitamine D parce qu'on ne va pas assez au soleil. Il faut aller, en théorie, 2 heures l'hiver au soleil et une demi-heure l'été pour remplir les 80% quotidiens de vitamine D. Donc, dans un régime 3V, il faut quand même bien varier parce que la règle variée est très importante pour apporter le maximum de composés protecteurs. Mais sinon, non, tous les voyants sont au vert. Mais ce qui est intéressant, c'est que en tendant vers ces règles, ces dimensions, ces règles génériques, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des nutriments parce que c'est inclus dedans, un peu comme des poupées russes. Et donc, on est à moins de 5 grammes de sel par jour, on est à moins de 12% des calories en acides gras saturés, à moins de 10% des calories totaux en sucre libre. On a un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5. Enfin, si vous voulez, tous les indicateurs s'équilibrent de manière plutôt vertueuse. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, du coup, je reprends la parole. J'ai encore une petite question. Oui. Vous avez parlé du diabète qui était possible de, enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais pas de guérir, mais en réduisant l'alimentation ultra transformée et en végétalisant un peu plus son alimentation, c'était possible de, je ne sais plus le mot que vous avez utilisé, mais oui, on dit réverser, mais c'est un anglicisme. Hein. Oui, alors il y a quelques études qui ont été publiées. Il y a eu aussi des témoignages publiés dans les médias où des gens ont pu même faire disparaître leur diabète. Donc, si vous voulez, avec seulement l'alimentation et aussi l'activité physique. Donc, la question qui est posée, c'est que évidemment, ça ne marchera probablement pas à tous les coups.
C'est plutôt à partir de quel moment on peut réverser la maladie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le prendre, est-ce qu'il faut être dans le prédiabète, dans l'insulinorésistance? Donc là, je pense qu'on a besoin d'études complémentaires pour savoir à partir de quand on peut vraiment inverser votre diabète et même le faire disparaître. En tout cas, dans les années 80, il y avait des études qui ont été faites et qui ont montré chez les diabétiques qu'en revenant à une alimentation brute, plus brute, certains, dans l'étude d'intervention, avaient réduit jusqu'à 80% les doses d'insuline. Et je crois qu'il y avait même 4 patients qui n'en avaient plus pris du tout. Donc, il y a quand même des indicateurs qui montrent que pour le diabète, avec l'alimentation et aussi l'activité physique, on peut vraiment beaucoup améliorer les choses. Par contre, après, si on a un diabète sévère, très avancé, ça, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous répondre. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je sais que vous êtes, avec les nouvelles directives, il y a du confinement dans les Hauts-de-France, donc j'espère. Bonjour. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires? Bonjour. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires pour la prescription à tout le monde? Pour les compléments alimentaires sont-ils nécessaires pour tout le monde. Non, si vous mangez équilibré, il n'y a pas besoin de compléments. Les compléments sont utiles en curatif, quand vous avez des déficiences avérées qui peuvent être graves. Donc là, évidemment, il faut en prendre. Mais si vous voulez, le complément alimentaire doit être l'exception et non la règle. Si l'idée, c'est de dire, OK, continuez à mal manger, c'est pas grave, vous allez complémenter avec des compléments. Enfin, il n'y a rien de vertueux sur le long terme à fonctionner comme ça. Il faut d'abord revenir à une vraie alimentation, et normalement, avec une alimentation équilibrée, vous n'avez plus besoin de compléments. Alors, il y a la vitamine D, mais la vitamine D, c'est un problème qui est très général, hein. Dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de déficiences en vitamine D, aussi en oméga 3. Mais normalement, si vous tendez vers les 3V, à part la vitamine D, il n'y a aucun souci. Donc, non, le complément doit être l'exception et non la règle. D'accord. Merci. Et en plus, dans les compléments, il faut savoir qu'il n'y a pas la même synergie que dans l'aliment. C'est-à-dire que vous savez qu'un antioxydant est protecteur quand il est en synergie avec d'autres antioxydants dans l'aliment, mais que s'il est isolé et mis à forte dose, il peut devenir délétère. Ça a été montré avec le bêta-carotène qui augmentait le cancer. Donc, par exemple, pour les gens qui ont le cancer, on leur demande de surtout pas prendre de compléments en bêta-carotène. Donc, vous voyez, le composé, c'est l'effet matrice, hein. Dans les compléments, il n'y a plus d'effet matrice, il n'y a plus de synergie. Donc, une molécule isolée n'aura pas le même effet dans votre organisme que si elle est dans une matrice en interaction avec d'autres composés. Ça, c'est quand même important à garder ça en tête. J'ai une dernière question, s'il vous plaît, par rapport à l'application SIGA. Est-ce qu'elle s'utilise uniquement en France? Alors, ce qui est le plus long, ce qui est un travail de longue haleine, c'est de rentrer des aliments de manière très très fiable et très sûre. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc pour l'instant, elle est plutôt basée sur des aliments qui sont vendus en France. Mais je crois qu'ils travaillent pour l'élargir à la Belgique, à la Suisse. Mais bon, c'est un travail qui va demander du temps parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur et que les aliments soient presque vérifiés un par un. Donc l'idée, c'est effectivement, ce serait qu'elle soit utilisable en Belgique, en Suisse notamment, et pourquoi pas au Québec, mais chaque pays quand même a ses habitudes de consommation. Donc, ce qu'on consomme en France n'est peut-être pas forcément les mêmes aliments qu'en Belgique et en Suisse. Donc, pour l'instant, oui, on peut la télécharger, mais vous n'allez pas trouver et retrouver beaucoup de vos aliments, je pense, en Belgique ou en Suisse. Merci. Désolé. Donc, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que nous, on a voulu miser sur la science et la robustesse. Et ça demande du temps, hein. La science, ça demande beaucoup d'efforts, de temps. Donc forcément, rentrer des aliments, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc on a voulu privilégier le fond pour ensuite passer du temps maintenant à... Voilà, on est passé de 45 à 55 000 aliments. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est SIGA, je parle en leur nom. Et puis l'idée, évidemment, ce serait d'arriver à 100 000 aliments, évidemment. Donc c'est le point faible, évidemment.
Mais voilà, on demande de l'indulgence et puis plutôt du soutien, parce qu'on voit beaucoup de gens qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas leur aliment préféré. Bon, je peux le comprendre, mais bon, voilà, pour faire les choses bien, il faut souvent du temps. Mais je pense que d'ici 5 ans, on va dépasser les 100 000 aliments facilement. Et puis après, si vous n'avez pas votre aliment, lisez la liste des ingrédients et s'il y en a plus de 5, soyez méfiants. Bon, après, si vous allez au marché, il y a 0 ultra transformé au marché en général. Et la classification Nova, s'il vous plaît, est-ce que c'est quelque chose qui figure sur certains emballages ou pas du Non, tout? pas encore. Nova est utilisé par Open Food Fact et par, je crois, une autre application, je ne sais plus laquelle. Non, pas encore, parce que ça date d'il y a 10 ans. Par contre, elle est dans le PNNS. Le PNNS demande, le Haut Conseil de santé publique a inclus la recommandation de réduire de 20% les ultra-transformés d'ici 2021 ou 2022, je ne sais plus, ou 2023, je ne sais plus quelle est la date exacte. Mais au moins de réduire de 20% les ultra-transformés en consommation. Par contre, ils ne disent pas si c'est des calories ou du poids, c'est dommage. Alors, comme en France, on est à 35% de calories et que moi, j'ai évalué d'après la littérature à 15, donc on serait dans les clous, c'est-à-dire réduire de 20% les calories. 35 moins 20, ça fait bien 15. Mais bon, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, c'est dans le PNNS. Après, effectivement, on peut imaginer que les gens du Nutri-Score y réfléchissent. En tout cas, ça va être une réflexion mondiale. Il va falloir trouver un consensus, mais le challenge va être énorme parce que si vous voulez, les grandes multinationales, leur chiffre d'affaires, c'est d'abord les ultra transformés. Donc, si vous voulez, les scores de composition ne les dérangent pas parce que ça ne change pas l'ultra transformé. Il suffit d'enlever de la poudre de perlimpinpin et de rajouter de la poudre de perlimpinpin. Donc, les scores de composition ne remettent pas en cause leur modèle économique aux grandes multinationales. Par contre, un score comme Nova, oui. Parce que quand une multinationale a 80% de son chiffre d'affaires basé sur l'ultra transformé, vous comprenez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et donc, je pense qu'il faut aussi éclairer les gens. Et voilà, que les gens. Je pense que c'est un grand enjeu du siècle, c'est vraiment de réduire les ultra transformés. Parce que vous avez vu que pour la planète, c'est pas terrible non plus, quoi. Hein. Donc, il faut quand même empêcher que ces aliments dans les pays émergents et en développement pénètrent les marchés, parce que les croissances sont à 2 chiffres dans ces pays. Et ces aliments tendent à remplacer les vrais aliments. Donc, par exemple, les laits infantiles, on pousse à consommer et on éloigne la mère de l'allaitement maternel, ce qui est quand même nul. Donc voilà, c'est ça qu'il faut éviter, mais bon, ça va être compliqué. Moi, j'avais encore une question par rapport aux arômes. En fait, donc je pense en l'occurrence à, par exemple un thé bio, on va dire pas en sachet et tout ça. Enfin voilà, un thé, on va dire d'une qualité correcte. Qui peut du coup, avant l'ajout d'arômes, etc., peut avoir des vertus intéressantes. Est-ce que vous avez, les arômes, est-ce que ça va, du coup, c'est des additifs? Non, l'arôme n'est pas un. Si vous voulez, l'arôme est un marqueur d'ultra-transformation qui permet souvent d'exacerber le goût pour vous pousser à racheter le produit. Et c'est souvent utilisé pour mettre moins d'ingrédients nobles, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est les ingrédients nobles. Donc, un thé ultra transformé avec un arôme risque d'être moins cher qu'un vrai thé. Ah oui. Donc, on n'a pas d'études sur les arômes et la santé. C'est un domaine totalement inexploré. Mais la problématique, elle est ailleurs. En France, il y a plus de 2800 arômes utilisés, différents. Donc, c'est un marché très, très lucratif. Non, l'idée, c'est qu'on ne veut pas qu'on artificialise nos aliments. Nous, on veut des ingrédients nobles. Moi, je veux du beurre, je ne veux pas un arôme de beurre. Donc, même s'il n'y a pas d'effet sur la santé des arômes, d'ailleurs, on n'en sait rien, puisque imaginez étudier la combinaison de 2800, c'est des milliards et des milliards de combinaisons. Donc, ça n'est pas possible. Donc, nous, on ne veut pas d'arômes parce qu'on veut des vrais aliments. Les vrais aliments se suffisent à eux-mêmes, n'ont pas besoin qu'on exacerbe leurs propriétés sensorielles parce que le but derrière, c'est bien de vous pousser à racheter. Donc, il faut, voilà, on peut se passer d'arôme. L'arôme
pourquoi on les appelle des agents cosmétiques, ces marqueurs d'ultra-transformation? Parce que par définition, ils ne sont pas essentiels. Ils ne sont pas indispensables. Les vrais aliments n'en ont pas besoin. D'accord. Mais il n'y a pas d'études vraiment sur l'impact, on va dire, des arômes en eux-mêmes sur la santé. Ça n'a jamais été fait. Et je pense que c'est quasiment, ça ne se fera jamais parce que c'est tellement compliqué. En plus, l'arôme que vous avez, vous ne savez pas lequel c'est. Il y en a plus de 2800 utilisés en France. Des fois, ils mettent arôme, on ne sait même pas de quoi. On ne sait même pas quelle est la molécule chimique. Donc, c'est quasiment inétudiable. C'est quasiment inétudiable. Alors, si, ça peut être étudié chez le rongeur, peut-être faire des mélanges d'arômes et voir les effets, mais ça peut se faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, puisque de toute façon, je veux dire, on ne veut pas aller vers une artificialisation de l'alimentation. Donc, de toute façon, si vous réduisez les ultra-transformés, c'est suffisant. Mais après, oui, on peut toujours faire des études de manière, ce qu'on appelle des études mécanistiques. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a qui travaillent sur les additifs, etc. Mais non, ça n'a jamais été étudié. C'est assez étonnant, mais ça n'a jamais été fait. D'accord. C'est juste, ça vient d'une expérience en fait, parce que je suis une amatrice de thé et de thé de grand cru, donc voilà, très peu transformé, où il y a largement assez d'arômes en fait, si on sait le déguster dans les bonnes conditions. Mais du coup, ça m'arrive de boire des thés aromatisés, et en fait, j'ai cette impression de, je sais pas, ça peut me rester sur l'estomac. Finalement, cet arôme ajouté me dérange. Donc après, est-ce que c'est juste moi? Voilà, mais je me posais du coup la question s'il y avait. On est toujours pareil, on est toujours dans l'idée de purifier, de mettre une molécule. Si vous voulez, la complexité d'un arôme dans un vrai aliment, c'est plein de molécules différentes. L'arôme qu'on ajoute, c'est très réducteur, c'est quelques molécules. Par exemple, entre l'extrait de vanille, entre la gousse de vanille entière, l'extrait de vanille et l'arôme de vanille, naturel et ensuite de synthèse, on réduit de plus en plus le nombre de molécules. Donc effectivement, moi je vois bien dans mon alimentation, quand il y a des arômes, j'aime pas parce que c'est un goût chimique exacerbé, et comme vous le dites, ça me reste dans la bouche. J'aime pas ce goût exacerbé. Et puis en plus, il n'y a pas que la santé qui compte dans l'alimentation. N'oubliez pas que c'est multidimensionnel. Parce que si ces aliments dont on exacerbe les arômes éloignent les gens et les plus jeunes des vrais aliments, on ne gagne rien. Si on vous fait un yaourt aux fraises sans fraises, voilà, il n'y a pas que la santé dans la vie. Il y a aussi, n'oubliez pas, la santé globale, la vie sociale, les petits producteurs, le plaisir, les traditions culinaires. Il faut vraiment tout prendre en compte et ne pas raisonner qu'en termes de santé. Même si les arômes font rien sur la santé, en termes de durabilité globale, on n'en veut pas, quoi. Voilà. Ouais. Alors, de temps en temps, pourquoi pas, vous pouvez manger des confiseries, ça ne va pas vous tuer, mais il ne faut pas que ça devienne la règle, il faut que ce soit l'exception. Merci. Et au niveau de la législation, il me semble qu'il y a pas loin de 400 additifs qui sont autorisés. Oui. Au niveau européen, c'est plus de 340. Si on prend en compte les dérivés, parce que des fois, vous avez des dérivés, vous avez 1400 et quelques, 1400X, 1400I. On approche des 400, ouais. C'est ça, effectivement. Ouais. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi jouer là-dessus, au niveau de la réglementation, comment ça se fait qu'il y ait autant d'additifs qui soient tolérés finalement? Oui, alors sur les 400, on retrouve quand même, il y en a vraiment une dizaine qui sont utilisés majoritairement. En bio, il n'y en a plus que 48 sur les 400. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 fois moins d'ultra transformés, mais il reste des sucres hydrolysés, des isolats de protéines, des arômes dans le bio. S'il y a 48 additifs en bio, il n'en demeure pas moins que les autres marqueurs d'ultra transformation subsistent. C'est-à-dire le soufflage, la cuisson-extrusion, les arômes, les sucres, les protéines, les fibres et les lipides ultra transformés, qui ne sont pas des additifs. Donc eux, ils restent dans le bio. Après, comment réglementer? Si on réduit les ultra transformés, on réduit naturellement les additifs dans notre alimentation, évidemment, ça c'est logique. Après, les réglementer, c'est compliqué parce que les gens se réfugient derrière l'EFSA, qui est l'agence européenne, en disant que tout a été validé par l'EFSA.
Sauf qu'à l'époque où ça a été validé, c'est-à-dire dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, il y avait des conflits d'intérêts pas mal à l'EFSA, que les dossiers scientifiques sont fournis par les industriels eux-mêmes. Donc, on peut peut-être penser que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de qu'ils veulent, donc ils ne vont pas présenter les résultats. Et on n'a pas fait le tour de la question, c'est-à-dire qu'ils ont été mis sur le marché de manière réductionniste. On n'a pas fait le tour de la question scientifique de manière holistique. Il n'y a jamais eu d'études chez l'humain à long terme des additifs. Jamais. C'est vraiment des études à court terme chez le rongeur. Donc, si vous voulez, on n'a pas fait le tour de la question. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu en train d'ouvrir la boîte de Pandore aujourd'hui sur les additifs. Merci. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je suis disponible par mail. Il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.